Alors oui, on part en voyage, donc on est parti avec Fred Battista, mais quand on part en voyage et on va voir des beaux paysages, eh bien, même si le tourisme chinois est surtout un tourisme intérieur, on part aussi à l'étranger. Alors ceux qui partent à l'étranger, il faut le dire quand même, c'est une certaine part de la population qui a des revenus annuels assez conséquents. D'après des chiffres que le Figaro a publiés en 2017, il faut compter à peu près 17 000 euros annuels. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont un salaire annuel de 17 000 euros qui peuvent se permettre de partir à l'étranger. Ce qui, par rapport à la moyenne, Alors, est en très moyenne, élevé. voilà, c'est ça, c'est très élevé. C'est 10 000 euros de plus que ce que le salaire, que ce qu'un Chinois lambda peut gagner en moyenne par an en Chine. Mais alors, où vont-ils? Que font-ils? Alors, outre ces moyens financiers, ces raisons financières, il faut aussi obtenir le visa. Et ça, le visa, c'est encore une autre question. Alors, il y a des pays, notamment les pays asiatiques environnants, qui, eux, vont même abroger en fait ce visa, soit le donner facilement, soit ne plus avoir à demander le visa. Et c'est le cas de la Thaïlande. Le Sri Lanka aussi, j'ai vu récemment, qui va favoriser, donc l'entrée sur le territoire. Et on voit que c'est toujours quand même autour, parce que c'est facile, c'est des destinations où on n'a pas besoin de donner beaucoup d'argent. Partir en Europe, partir aux États-Unis ou en Australie, on a besoin de financer beaucoup plus. Alors, les Français, nous, on rêve de partir au soleil, sous les tropiques, avec le sable. Les Chinois, pas forcément. Et ça se voit dans le choix. Donc, ils vont partir au Japon, ils vont partir en Australie, aux États-Unis. En Europe, donc, c'est la France qui prime. C'est le premier pays que les Chinois vont aller visiter, je pense, pour son histoire, pour les beaux bâtiments, l'architecture dont on parlait tout à l'heure. Les images clichés aussi. Voilà, toutes les images clichés. Mais alors, en 2015, après les attentats terroristes, il est vrai que le tourisme chinois a un petit peu diminué au profit des pays nordiques. Donc, des pays nordiques. Donc, pour revenir sur les chiffres de l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, en 2016, il y a eu 261. Alors, le tourisme chinois a brassé 261 milliards de dollars à l'étranger. Donc, là, on voit bien que c'est une aubaine pour les gouvernements locaux. Et donc, ce sont 130 millions de Chinois qui ont voyagé hors des frontières. Je le disais tout à l'heure en introduction. Et en 2003, il faut savoir qu'il y en avait seulement 10 millions. Donc, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Dont 800 000 à Paris. Mais ça représente assez peu, finalement, sur les 35 millions de visiteurs étrangers à Paris l'année dernière. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont très nombreux quand on se promène dans les rues parisiennes. Peut-être parce qu'on les remarque, on les identifie. C'est vrai, beaucoup plus facilement aussi. Alors, la France, je vais juste faire un petit point sur la France. Alors, donc, les gouvernements ont développé depuis quelques années énormément de structures. Donc, on voit que les paiements par téléphone, je vais y arriver, par téléphone justement, ont été facilités parce que c'est le mode de paiement des Chinois et de plus en plus. Quand on va aussi dans le métro parisien, on voit qu'il y a un WeChat, il y a des caractères. RATP, c'est beaucoup plus facile. Il y a un Europass qui a été mis en place aussi. Au niveau de la sécurité, même principe, des caméras. On entend aussi dans des langues étrangères et quand on passe au Louvre ou au musée d'Orsay, on a des annonces. Des alertes, des annonces pour prévenir des pickpockets, tout ça. Donc, on a vraiment quand même une politique qui a été mise en place. Et pas seulement à Paris, dans d'autres régions françaises. Là, on vous parle de Paris parce que c'est flagrant. Mais dans d'autres régions françaises. Donc, vous disiez après aussi en Bretagne. En région nantaise, j'ai vu par exemple que cet été, ils avaient développé dans leur magasin des codes QR pour pouvoir recevoir aussi également des paiements via Alipay ou d'autres... Donc là, des plateformes chinoises, de paiement chinoises. Alors donc là, on vous parlait de la France, mais alors comment s'organise? Comment est-ce qu'on choisit une destination quand on est chinois? On a 4 points clés, 4 points fondamentaux. Alors, premièrement, la sécurité, j'en parlais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est commun à toutes les nationalités. Enfin, ça concerne les populations du monde entier. La sécurité, c'est quand même primordial. Ensuite, donc les paiements. On vous parlait de la facilité de ces paiements. Donc, par téléphone. La symbolique du lieu. Donc ça, là, on le voit à Paris, parce que c'est vrai que j'ai cet exemple qui vient, mais on pense à la Tour Eiffel, au Louvre. Ce qui crée un petit peu le syndrome de Paris aussi, on pourra revenir dessus. Et puis le luxe et la modernité. Donc là, ce sont 4 points qui étaient clés. Donc on va voir pourquoi ils étaient clés.
Mais alors, toutes les informations, les Chinois, ils vont les chercher où? Donc, sur les réseaux sociaux, ils regardent ce que leurs amis ont WeChaté. Ils vont aller voir aussi l'école. Alors, l'école, ce sont ces leaders d'opinion. Donc, par exemple, les célébrités qui vont dire « Je suis partie à Paris, je suis partie à Amsterdam, c'est super ». Donc, voilà, ils vont comme ça organiser tout leur voyage et aussi avec donc, des sites officiels comme leur TripAdvisor chinois, donc qui est le Dianping. Voilà, c'est comme ça que ça va s'organiser. Et alors, en général, c'est vrai qu'on a tendance à mettre une étiquette sur ces voyageurs chinois en disant qu'ils voyagent tous en masse, en groupe, tous ensemble avec leur petit drapeau. Et c'est l'image qu'on en a malheureusement. Mais alors, c'est vrai qu'ils voyagent en groupe et cela s'explique assez facilement puisque l'industrie du tourisme, c'est une industrie. Donc, il faut pouvoir rentabiliser. Oui. Voilà, sur une marge individuelle, on ne va pas gagner suffisamment d'argent. Et puis là, on a une manne exceptionnelle, on a énormément de voyageurs, donc autant en profiter. Donc, c'est lié aussi tout simplement à la démographie chinoise. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, ce besoin de se sentir en sécurité. Donc, quand on est avec un groupe, on est avec des personnes qui parlent la même langue. Exactement, on est bien entouré, on se sent à l'aise, on crée des liens d'amitié, ou pas forcément, oui. mais et c'est aussi... On mange la même chose, on a les mêmes habitudes, c'est vrai qu'on se sent moins perdu. Exactement. Même si c'est ce qu'on peut rechercher aussi quand on part en voyage. C'est ça, mais alors du coup, c'est ce qu'on verra, c'est une différence également entre les groupes de voyage avant et la génération maintenant, une vraie différence générationnelle, puisque même s'il y avait tous ces comportements qui sont plutôt mal perçus par les locaux de Chinois notamment, qui peuvent se montrer bruyants. Alors justement, le président Xi Jinping lui-même a essayé de lutter contre ces comportements un petit peu mal perçus, en disant notamment évitez de manger vos nouilles instantanées dans vos chambres d'hôtel et allez manger les produits locaux à l'extérieur. Il y a même eu la parution d'un guide pour bien se comporter en 2013. Alors ça, il faut quand même expliquer que c'est un fait culturel, c'est que les Chinois voulaient ramener les marques françaises. Donc ils vont mettre l'argent, enfin la génération d'avant mettait plutôt l'argent dans les grands cadeaux de luxe que dans les hôtels haut de gamme, les bons restaurants. C'est vrai que c'était pour ça qu'ils mangeaient aussi rapidement, facilement. Mais on a vraiment une différence avec la génération actuelle. Et si on parle de la génération actuelle, justement, donc il faut savoir qu'en 2016, il y a eu 120 millions de touristes chinois qui ont voyagé donc, à l'étranger, et plus de la moitié avaient moins de 40 ans. Oui, c'est cette génération, cette fameuse génération Y, celle qui est née entre 1980 et 2000. Et leurs comportements sont forcément, leur mode de vie, toute leur vie est différente. Donc, leur comportement en voyage également est différent de ceux de leurs parents. Pour eux, ce qui est beaucoup plus important, c'est de pouvoir avoir un voyage authentique. Donc, ils vont avoir un mode de voyage beaucoup plus proche de celui que nous, on pourrait avoir occidentaux en lisant ce qui sans jugement de valeur, ce qui je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est un fait. Ils lisent beaucoup de guides, peuvent louer des véhicules et donc peuvent aller dans des endroits différents. Ils veulent voir de nouvelles choses. Ils vont goûter les plats locaux. Ils vont pas forcément aller acheter un cadeau de grande marque, mais plutôt un petit t-shirt, un petit porte-clés. Enfin, ça va se jouer comme ça. Après, voilà, c'est toujours les coutumes locales. Ça, c'est sûr qu'ils se retrouvent avec la génération de leurs parents. Mais ça joue beaucoup. Oui, et puis en plus, avec cette ère de l'information, d'Internet, on a accès de manière plus transparente à toutes les offres. Et donc, on peut comparer, mieux se renseigner et choisir un petit peu son voyage sur mesure en augmentant la qualité, en fait. Et justement, il y a une grosse différence, c'est qu'eux, ils vont plus se déplacer en groupe, mais ils vont plutôt se déplacer individuellement. Ils vont aller à la recherche de l'autre, aller se confronter tous, seuls. Alors justement, peut-être vous avez des éléments sur ce voyage. Par exemple, il y a de plus en plus de backpackers, vous savez. D'ailleurs, je ne sais plus comment on les appelle, les Beibao, je ne sais plus exactement comment on les appelle en chinois, mais il y a vraiment de plus en plus ce phénomène de mode qui s'est développé d'abord en Occident est maintenant arrivé en Chine. Et de nombreux jeunes Chinois, très souvent, vont se déplacer à l'étranger, mais pas que des jeunes, aussi des personnes un peu plus âgées. En fait, grâce à Internet, tout est possible pour eux. Ils se sont vraiment appropriés. Comme les traductions. Vous me parlez des traductions. Exactement, c'est ça. Je connais un couple de Chinois d'une 50aine d'années et eux ont voyagé en Europe pendant 3 mois
sans parler un mot d'anglais ou vraiment peu, et uniquement grâce à des applications de traduction sur téléphone, s'en sont sortis et très bien. Donc voilà, c'est ça en fait. Il faut plus avoir peur de partir. Partez en Chine, vous parlez pas chinois, partez en Chine. Il y a toujours Google, le sourire et parler avec les gens. Donc n'ayons plus de préjugés, ouvrons toutes nos frontières et allons-y. Et donc voilà, on finit. Et accueillons-les aussi bien. Voilà, c'est ça, surtout bien les accueillir. Donc partons avec Take Me Far Away, La Ronge. À bientôt sur LCF.